Bonjour, Éric Laviolette de OCR Ninja Trail and Hiking Tips. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un projet que j'ai. Donc, première randonnée longue distance en autonomie que je vais faire. Donc, je me suis mis à m'intéresser beaucoup à ça et à vouloir profiter un peu plus de la nature, faire des randonnées plus longues. Donc, vraiment en mode de randonnée et non de course ou de mode sportif. Et aussi d'expérimenter toute la notion derrière là, le camping sauvage et la randonnée, dans le fond, en autonomie. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus, qui veulent s'initier à la randonnée longue distance en autonomie. C'est sa propre petite bébête en soi. C'est quelque chose qui demande beaucoup de préparation. Donc, de bien connaître son corps, d'être bien préparé, de bien étudier le terrain, l'endroit où on va. Donc, ce que je veux faire à travers ce projet, qui va être dans le fond un genre de petit film. Ce que je veux, c'est montrer de A à Z toute la préparation, toute l'aventure, du début jusqu'à la fin. Et dans le fond, vous la faire vivre et en même temps de pouvoir vous montrer quels ont été les bons coups, quels ont été les mauvais coups, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, dans le but, donc, à travers mon expérience, de vraiment pouvoir vous aider là-dedans à mieux vous préparer au moment où vous voulez, dans le fond, essayer la randonnée longue distance. Donc, la première étape. Dans le fond, je crois que la première étape pour moi, c'était de déterminer où je voulais aller et, dans le fond, combien de jours je voulais donner à cette randonnée-là et ensuite aussi la période de l'année où je voulais aller. Et le quatrième point, je dirais, c'est vos capacités et l'évaluation du niveau de difficulté de la randonnée. Donc, la première chose, où je voulais aller. Bon, moi, c'est sûr que pour l'instant, je voulais pour la première fois le faire au Québec, expérimenter les beaux sentiers que nous, on a ici. Et j'entendais énormément parler du Sentier international des Appalaches. Donc, moi, j'ai arrêté mon choix sur cet endroit-là. J'ai choisi la section, dans le fond, du parc de la Gaspésie. Donc, j'ai déterminé à peu près le nombre de jours que je voulais faire en fonction, je dirais, ou en combinaison avec la zone que j'avais choisie. Donc, tous ces facteurs-là se mélangent un peu. Donc, on va essayer de démêler ça. Euh, donc, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup grimper. J'aime faire de la grimpe, j'aime être en altitude, j'aime avoir les points de vue et tout ça. Donc, c'est sûr que je voulais pas être dans un secteur qui était plat. Mais ça, évidemment, ça dépend de vos capacités. Comme je disais, évaluer ses capacités, évaluer ce qu'on est capable de faire et tout ça, c'est très important. Si vous n'êtes pas un grimpeur, vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas faire de la montagne, mais n'allez pas choisir un secteur qui est très montagneux. Et là, évidemment, ben, il y a différents niveaux à regarder là-dedans. Parce que, bon, on peut monter, rester en haut et ensuite descendre. Certains endroits, c'est beaucoup de up and down. Donc, vous devez vraiment vous renseigner sur l'endroit où vous voulez aller. Là. La préparation, là, je dirais que le succès de votre randonnée passe beaucoup par la préparation. Donc, moi, il existe énormément d'informations très, 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 très utiles sur les sentiers de longue randonnée comme bon, le Pacific Crest Trail aux États-Unis, le Sentier international des Appalaches. Il y en a des tonnes et des tonnes. Donc, moi, je suis allé sur le site internet du Sentier international des Appalaches sur lequel ils ont
une source d'informations incroyable. Ils ont des cartes où tous les refuges sont indiqués, toutes les distances entre les refuges, le temps moyen de marche, le dénivelé positif, le dénivelé négatif, les cumulatifs de toutes ces données-là. Donc, toute l'information est là, elle existe, elle est accessible, les cartes sont là aussi. Donc, ça a été assez facile pour moi de trouver cette information-là. Et pour vous aussi, c'est assez facile de le trouver. Et bon, sur les médias sociaux, il existe une communauté incroyable de randonneurs sur différents groupes Facebook. Moi, au Québec, les deux que j'aime vraiment beaucoup, c'est Passionnés de rando et Destination Rando Québec. Donc, deux sites qui ont plus de 80 000 membres. Donc, vous posez une question et c'est instantané, vous avez une réponse. Donc, c'est une très bonne source d'information. Euh, donc, moi, j'ai choisi ce secteur-là. Donc, le secteur, lui, dans le fond, me dit que c'est un secteur qui a beaucoup de up and down, mais c'est un secteur qui est très apprécié, qui a pas mal les plus belles montagnes, tout ça. Donc, c'est là que j'ai choisi en fonction de moi, en fonction de mes capacités. Je sais que je suis capable de faire plusieurs centaines de mètres de dénivelé par jour. Donc, j'ai choisi ce secteur-là. Ensuite, le nombre de jours. Bon, le nombre de jours, moi, j'ai choisi aussi un peu que je voulais vraiment essayer quelque chose sur plusieurs jours. Pas 2, 3. Je voulais pas commencer avec 2 semaines non plus parce que j'en ai jamais fait vraiment de longue randonnée. C'est le but un peu du vidéo. Donc, j'ai choisi de faire environ là, 6 à 7 jours. Ce qui se faisait très bien, parce qu'il fallait aussi que je regarde la coordination de, bon, où on laisse l'auto, jusqu'où on s'en va, comment on peut, à la fin, que quelqu'un vienne nous chercher, tout ça. Bon. Donc là, il y a toute l'histoire des services de navette et de transport dont il faut se renseigner. Je crois que le mieux de toute façon sur la longue randonnée, c'est essayer de faire ça avec quelqu'un. Parce que moi, bon, je suis quelqu'un qui est au niveau des notions de sécurité. Vous commencez à me connaître, pour ceux qui ont vu mes vidéos. J'aime beaucoup la notion de sécurité et faire de la longue randonnée seul. Oui, ça se fait. Éventuellement, peut-être que je vais l'essayer. Mais pour l'instant, pour des raisons de sécurité, je voulais le faire avec quelqu'un. Donc là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile parce que on va laisser un véhicule, quelqu'un va venir nous porter au départ, on laisse un véhicule au départ et un véhicule à la fin. Donc, on a décidé, dans le fond, de partir au camping du Petit Saut, dans la réserve faunique de Matane, pour s'attaquer, dans le fond, au Mont Logan, et ensuite continuer le sentier extensionnel des Appalaches et se rendre jusque, dans le fond, en passant à la fin par le Mont Jacques-Cartier, Mont Albert et tout ça, pour se rendre à la fin là, au camping du Mont Jacques-Cartier. Donc, ça, c'est ce qu'on a choisi. Euh, Ensuite, ben, il faut regarder, comme là j'ai parlé, l'endroit où on va, votre niveau, dans le fond, de difficulté, tout ça, ce que vous êtes capable de prendre en tant que kilométrage total, évidemment, kilométrage par jour, ce qu'on va regarder bientôt. Aussi, bon, comme encore là, le nombre de jours, nous, on l'a décidé. Donc, j'ai regardé un peu tout ça et vous devez poser la question, qu'est-ce que je suis prêt à faire ou à endurer comme dénivelé ou comme kilométrage par jour? C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être dans le mode ultra léger où ils vont avoir des pack-sacs qui pèsent 20 livres, 25 livres et qui vont se taper des 30 quelques kilomètres et plus par jour, qui vont avoir 3-4 morceaux de linge pour un mois de randonnée. Bon, personnellement, c'est un choix que l'on fait. Moi, malheureusement, ça sera pas le mien. Les mêmes vêtements pendant 2 semaines, ça m'intéresse plus ou moins. Donc, j'irai pas vers de l'ultra léger, mais il faut comprendre quand même que lorsqu'on a beaucoup de dénivelé, qu'on est sur beaucoup de jours,
On va reparler de l'équipement dans d'autres parties du vidéo, mais il faut tenir compte que bon, il faut traîner de la nourriture parce que sur ces sections-là du sentier, c'est assez difficile de sortir du sentier pour aller chercher de la nourriture. Donc, on doit vraiment être en autonomie pendant le 6 à 7 jours que la randonnée va durer. Donc, évidemment, le poids du matériel et tout ça, il doit être considéré et vous devez considérer que vous devez amener votre nourriture. Le fait aussi d'être deux, l'avantage que ça va avoir aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé non plus de tout traîner en double. Donc, au lieu de traîner chacun un poêle, chacun un set de chaudron, par exemple, ben, vous allez avoir un set de chaudron et un poêle pour les deux. Donc, vous coupez là une certaine quantité de poids. Mais comme je dis, l'équipement, on va en reparler plus tard. Mais tout ça a un impact, je dirais, sur le nombre de kilomètres que vous voulez faire par jour. Donc, est-ce que vous voulez en profiter de ce sentier-là? Vous voulez vous arrêter, vous baigner dans une petite rivière, vous baigner dans un lac, vous voulez prendre une heure à chaque jour pour arrêter sur l'heure du dîner, vous voulez prendre des photos. Bon, c'est sûr que cette façon-là de randonner implique que vous ne ferez pas 30-35 km par jour. Il faut déterminer aussi, est-ce que vous voulez monter votre tente à 8 heures le soir et sauter au lit immédiatement et vous réveiller à 6 heures le lendemain matin. Donc, toutes ces choses-là sont à considérer. Moi, avec mon partenaire, Jean, on a décidé, nous, de faire une randonnée de 6 nuits, 7 jours. 6 jours et demi, si on veut, et de randonner en moyenne entre 15 et 20 km par jour. Tantôt, quand on va regarder le chemin, il y a un endroit où on va avoir un peu plus que 20 km parce que, bon, faut tenir compte, comme on est dans un parc, on ne peut pas camper où on veut. Donc, on est dépendant de où sont les sites de camping, où sont les refuges. Donc, nous, ce qu'on a choisi, c'est ça, de faire environ entre 15 et 20 km par jour parce qu'on veut en profiter. Il y a quand même beaucoup de dénivelé sur certains endroits, positifs et négatifs. On veut être capable, si on veut s'arrêter, de s'arrêter, de se baigner si on veut se baigner, de profiter du paysage, prendre peut-être des pauses plus souvent. C'est vraiment quelque chose qu'on veut faire comme agrément. Et comme c'est la première, si vous allez vous mettre 25-30 km par jour et vous n'êtes pas capable de le prendre, vous mettez en péril un peu votre plan de randonnée. Donc, nous, c'est cette décision-là qu'on a prise. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, le succès va passer par votre préparation. Un des points que je n'ai pas touché, c'était la période. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à considérer. C'est sûr que quand on parle de l'endroit où nous, on a choisi, qui est le Sentier international des Appalaches, dans, je le répète, la section du parc de la Gaspésie, où on a les montagnes parmi les plus hautes du Québec, il faut, dans le fond, considérer ça parce que ça va avoir une importance sur la période que vous allez choisir. C'est sûr qu'on peut y aller à l'année, mais bon, moi, l'hiver, ça m'intéresse plus ou moins. Et dans la réserve faunique de Matane et dans le parc de la Gaspésie, il faut faire attention aussi si vous n'aimez pas les insectes, vous n'aimez pas les maringouins, les mouches noires. C'est sûr qu'on n'ira pas choisir une période comme la mi-juin ou une partie tôt au mois d'août où il y a les éclosions de ces différents insectes-là. Nous, ce qu'on a choisi, c'est qu'on ne voulait pas avoir trop chaud, on ne voulait pas avoir trop froid. Et on ne voulait pas non plus être dans une période pour se faire dévorer par les insectes. Moi, personnellement, je déteste ça. Je ne veux pas avoir à faire de la randonnée qu'un filet sur la tête et tout ça et passer la moitié de ma journée à me mettre de l'insecticide. Ça m'intéresse plus ou moins. Donc, la période qu'on a choisie, c'est la première semaine de septembre. Donc, notre première nuit, le 5 septembre. Donc, on couche le 6, le 7, le 8, le 9
et le 10, donc 6 nuits. 2 de ces nuits-là vont être en refuge, la première et la dernière, et entre les deux, on est en autonome, là, en camping, là, en tente. Donc, on a choisi cette période-là parce que c'est une période où le jour il fait entre 15 et 20 degrés, qui est une température idéale pour randonner. Le soir, ça descend un peu plus froid, mais ça va se tenir, à moins d'être vraiment malchanceux, la température la plus basse qu'il va faire, c'est aux alentours de 0, mais en moyenne, peut-être 4-5 degrés le soir, ce qui nous permet de très bien dormir, avec un sleeping bag là, d'automne et tout ça. On va dormir très bien, parce que bon, dormir à 25 degrés, c'est jamais intéressant non plus. Donc, on a choisi cette période-là. Ensuite de ça, dans toute la partie de la préparation, c'est de regarder vraiment, une fois qu'on a commencé à faire ces choix-là, de regarder vraiment ensuite plus en détail. Donc, moi, j'ai fait une petite feuille ici. Comme je vous mentionnais tantôt, le SIA, ça va être plus facile à dire que tout le temps dire le Sentier international des Appalaches. Quand vous m'entendez dire SIA, c'est ce que ça veut dire. Donc, moi, j'ai regardé dans la section où sont les refuges. J'ai sorti l'information, un beau fichier Excel ici. Ceux qui travaillent bien avec Excel, moi, j'ai été capable de tout l'adapter à mes préférences. J'ai tout enlevé ce que je voulais pas avoir. J'ai laissé l'information qui m'intéressait plus pour moi. Donc, j'ai la liste complète de tous les refuges qu'il va avoir sur notre chemin entre notre point de départ et notre point d'arrivée. C'est très important parce que si, pour une raison ou une autre, vous avez une urgence, c'est bien de savoir où sont les refuges et à quelle distance ils sont, même si ce n'est pas le refuge où vous allez coucher. Vous arrive une problématique d'urgence, même si vous n'avez pas réservé le refuge. Si vous êtes en situation d'urgence, je ne pense pas qu'il y a personne qui va vous mettre dehors d'un refuge si vous avez des problématiques, une blessure, peu importe, cette journée-là, ça ne marche pas, hypothermie, peu importe. C'est bien de savoir où sont tous les refuges et non uniquement ceux où vous allez dormir ou bon, coucher. Donc, moi, ce que j'ai là-dessus comme information, bon, c'est les refuges. J'ai la distance en kilomètres entre chacun des refuges, très important. Le kilométrage cumulatif. Nous, dans notre cas, on va parler d'environ 120 km. Donc, comme je disais, on parle 6-7 jours de randonnée, donc entre 15 et 20 km par jour. Le dénivelé positif qu'il y a entre chacun des refuges, le dénivelé négatif qu'il y a entre chacun des refuges. Nous, on a mis, on a highlighté dans le fond en jaune les nuits où on dort. Donc, et avec les dates là, de coucher. Ensuite de ça, on a mis pour chacune de nos sections, donc pour chaque jour, le nombre de kilomètres qu'on va faire, le dénivelé total pour la journée et le dénivelé négatif total pour la journée. Donc, dans notre cas, si je vais rapidement, donc notre première journée, environ 20 km avec 1500 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est bien que ce soit la première journée, 1500 mètres avec le sac à dos et tout ça, plus un 20 km, c'est une première bonne, très bonne journée. On a 650 mètres de dénivelé négatif. Fait qu'à ce moment-là, le lendemain, on a seulement 14,5 km, seulement 500 mètres de dénivelé positif et on a beaucoup de descente, donc 1000 mètres en descente. Donc, ça compense vraiment beaucoup. Le premier soir, comme je disais, on est en refuge, donc c'est vraiment bien établi. Une première grosse journée, beaucoup de dénivelé, un bon kilométrage, donc première nuit en refuge, ça va vraiment être plaisant. Ensuite de ça, bon, comme je disais, la deuxième journée, qu'à peu près 14, la troisième journée, aux alentours de 15, les dénivelés sont en bas de 1000. On a une grosse journée ensuite, lors de la quatrième journée, où on a 25 km à faire. Et comme je vous mentionnais, tout va dépendre de où sont vos refuges. Au départ, quand on a fait notre planification, on devait avoir une journée d'à peu près 17-18 et une autre journée avant 17-18.
Ce qui est arrivé, lorsqu'on a fait la réservation, le refuge qu'on voulait avoir n'était pas disponible. Donc, ça nous obligeait à faire soit une très courte journée et ensuite le lendemain une très très longue journée ou augmenter légèrement la longueur de notre quatrième journée. Donc, il y a des fois, il y a de l'adaptation à faire. Ces refuges-là, dans le parc de la Gaspésie, doivent être réservés. Donc, s'il n'y a pas de disponibilité de ces refuges-là, ça peut venir mettre là, des bâtons dans les roues à votre projet, puis même peut-être l'annuler complètement, de vous obliger à le faire à un autre moment, à une autre période ou changer d'endroit. Donc, on parle de 25 km avec un 1000 mètres de dénivelé. Ensuite, un 15 et un 8. Environ 300. Après ça, 1000 mètres de dénivelé. Et on termine la dernière journée avec un 300 quelques mètres de dénivelé. Donc, on n'est pas là sur du 20 km, 25 km par jour à plus de 1000 mètres de dénivelé à chaque jour. Donc, ça varie. Et ça, nous, c'était parfait pour nous. On parle d'une randonnée totale d'environ 118 km. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, donc c'était parfait pour nous. Lorsqu'on parle de la préparation, donc si vous êtes à d'autres endroits dans le Sentier international des Appalaches, il y a plusieurs endroits où on peut, sections de sentier, où on peut dormir à peu près n'importe où. Sinon, ben, la plupart du temps, il y a des réservations à faire. Donc, votre préparation ne doit pas se faire un mois avant votre randonnée, parce que je vous le dis tout de suite, vous ne serez pas capable, il n'y aura plus de disponibilité dans les refuges sur les plateformes de camping. Donc, moi, dans mon cas, on parle du mois de septembre et j'ai déjà dû, là, présentement, aujourd'hui, on est le 20 mars, j'ai réservé déjà il y a une semaine. Avec la CEPAC, il faut vraiment être au fait ils ont 2 périodes dans l'année de réservation. Une pour l'été, qui est au printemps, et une pour l'hiver, qui est à l'automne. Et ils ont toujours une demi-journée qu'ils font où ils ouvrent, je dirais d'un peu comme les réservations la fin de semaine, pour une demi-journée de fin de semaine pour faire vos réservations. C'est comme un pre-booking, si on veut. Et ça, ben moi, évidemment, surtout pour la longue randonnée dans des endroits très populaires comme le parc de la Gaspésie, si vous n'êtes pas sur le téléphone, si ça ouvre à 8 heures le matin, vous devez être au téléphone à 8 heures le matin. Moi, c'était le dimanche matin à 7h58, j'avais déjà commencé à appeler, j'ai réussi à avoir la ligne très rapidement, j'ai quand même attendu 10 minutes, et même si ma réservation est à l'automne, très tard, dans une période un peu moins fréquentée, un peu moins touristique, dans mes 6 nuits, ben, comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai trouvé le moyen d'avoir un refuge qui était déjà plus disponible. Donc, je crois que cette section-là est très, très, très importante d'avoir planifié longtemps d'avance et d'être prêt à faire vos réservations rapidement. Puis, ben, peut-être peut-être vous forcer à avoir un plan B. Donc, voilà pour ça, pour cette partie-là de la préparation. Moi, j'avais pas besoin on n'avait pas besoin d'une plus grande préparation que ça parce qu'on n'est pas en carte et boussole, là, on est sur un sentier très balisé, très connu, pour lequel il existe énormément d'informations. Si vous allez à un endroit comme, je sais pas moi, dans le coin de Manic 5, les monts Grou, on s'entend que le niveau de préparation pour ça, on est complètement ailleurs. Là. Ça, c'est... On s'en va là, on prend boussole, on vise les cartes et tout ça. Là, pour l'instant, je suis pas là encore. C'est quelque chose que je veux faire peut-être l'an prochain. Mais encore là, pour l'instant, on n'est pas là. Le reste de la préparation, maintenant, va passer surtout par l'équipement, la nourriture, les vêtements et tout ça. Donc, dans les prochaines parties de mon vidéo, de mon petit film que je veux faire, on va vraiment commencer à parler un peu plus à ce moment-là de l'équipement, rentrer là, dans tout ça. Je vais aussi faire une petite randonnée au Sentier du Fjord de 40 km sur 2 jours, 2 jours et demi, qui va être une préparation. Je veux y aller avec les mêmes équipements, le même matériel, le même sac à dos et tout ça, que lorsque je vais faire ma randonnée la plus longue, qui va être une randonnée de préparation.
Je crois que ça aussi, c'est bon à faire à un moment donné si vous avez jamais testé tout ça, de faire quelque chose d'un peu plus court avec les mêmes équipements pour voir où vous en êtes. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire au mois de juin pour tester un peu tout ça. On en est maintenant euh, à la planification des repas, dans mon planning pour l'expédition. Donc, les repas, ce qu'on a pensé. Bon, on a 7 déjeuners, dans le fond, à s'occuper, 6 soupers et des vivres de course pour 7 jours. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est simplement vous expliquer un peu quel est le menu. Puis ensuite, dans d'autres vidéos, je vais vous présenter au fur et à mesure ce qu'on a acheté et ce qu'on utilise et tout ça. Parce que je crois que la planification des repas, c'est quand même très important à travers tout ça. Donc, 7 déjeuners. Euh, Premier déjeuner, on va parler de crêpes, fraises et érables. Donc, on va se faire une petite préparation de crêpes, déjà tout prêt d'avance, avec lait en poudre à l'intérieur, œufs en poudre et tout ça. Érable, on va vraiment travailler avec des flocons d'érable, parce qu'en rajoutant de l'eau, ça redevient du sirop d'érable. J'ai fait le test, c'est vraiment génial. Et les flocons d'érable, évidemment, beaucoup plus légers parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Et les fraises, ben, on va utiliser des fraises lyophilisées que je pourrais vous montrer plus tard. Ensuite, omelette au fromage, avec œufs euh, lyophilisés et fromage en poudre aussi. Gruau bleuet, donc gruau standard, avec bleuet, probablement dans ce cas-ci des bleuets confits. Un matin qui seront aussi des bagels, donc c'est quand même très nourrissant. Et ce qu'on mettra dessus, on n'est pas vraiment encore déterminé. Ça sera à voir. Ensuite, on va revenir ensuite à des crêpes, mais cette fois-ci au bleuet. Journée suivante, omelette, champignons et bacon. Donc, bacon séché Costco, que je vais vous parler plus tard. Champignons déshydratés. Et finalement, on revient pour la dernière journée, un gruau à l'érable, donc au grain d'érable. Pour les soupers, donc premier souper serait couscous au thon, champignons et légumes. Encore une fois, champignons lyophilisés, légumes lyophilisés. Thon, comme c'est le premier repas, on va peut-être amener à ce moment-là des petites cannes de thon. Donc on se débarrasse de ce poids-là la première journée. Et couscous, bon, très léger, très facile à cuire, très rapide. Ensuite, ça c'est un peu spécial, pâté chinois. Donc, c'est quelque chose que je vais tester, mais on s'est fait venir, dans le fond, de la viande de steak haché lyophilisé, patates lyophilisées, et même chose, maïs lyophilisé. Donc, on va essayer de se faire un bon petit pâté chinois et accompagner ça avec un petit ketchup que je vous parlerai, qui serait fait là, maison avec de la tomate séchée. Ensuite, orzo aux haricots et légumes. Donc, je ne répète pas encore une fois, tout est lyophilisé. Un autre repas, gnocchi, fromage et tomates. Et ensuite, un repas, un soir de pâtes, plus on est à la recherche présentement, on regarde pour des pâtes à cuisson rapide. J'en ai trouvé de la compagnie Del Verde, là, en 3 et 4 minutes là, de cuisson. Donc, ça va vraiment très très bien, très léger. Et le dernier repas qui serait un riz au bœuf et légumes, riz instant, bœuf et légumes. Puis ensuite, ben, je vous parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo des vivres de course. Euh, Évidemment, après des longues journées, on aime aussi peut-être avoir là, des petits desserts. Ça serait le fun. Je vais vous parler de quelque chose de très très intéressant, la crème glacée lyophilisée. Bon, fruits déshydratés, petits cubes de noix Costco que je pourrais vous parler aussi. Et quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, petit dessert oriental, mochi, mais pas sûr à la crème glacée. Euh, c'est un petit dessert très léger, ça ressemble à une petite boule. Là. Je vous parlerai de ça aussi un peu plus tard lorsqu'on les aura achetés. Donc voilà pour notre planification des repas pour l'instant. Bonjour les amis.
Je suis caché en arrière de mon arbre, de ma pyramide de cannes. C'était Noël aujourd'hui. Donc, pour poursuivre dans, disons, la section repas de l'aventure, j'ai reçu, comme je vous avais mentionné un peu plus tôt, mes cannes de produits lyophilisés euh, d'une compagnie canadienne, dans le fond, qui s'appelle ici, je vais juste vous montrer qu'on voit bien, Nutristar. OK? Donc, qui sont des produits, dans le fond, canadiens, qui ont été cultivés, tout ça, ici au Canada. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir encourager une compagnie canadienne. Et de plus, leurs prix sont significativement moins élevés que de passer par une compagnie là, américaine. Au début, mon choix s'arrêtait sur la compagnie Be Prepared, qui ont des produits similaires, mais qui ne sont pas nécessairement bio. Puis c'est des produits américains. Donc j'essaye le plus possible d'encourager l'achat local du mieux que je peux le faire. Donc les produits que dans le fond j'ai commandés. On va faire la petite pyramide ici. Donc évidemment, comme vous pouvez voir, regardez la grosseur de ma main. Vous voyez que c'est des cannes qui sont relativement grosses. Donc ça a une durée de vie tablette de 25 ans. Vous comprendrez que ce n'est pas de la nourriture qui, à la base, est conçue pour la randonnée, pour les expéditions, dû à son format. La plupart de ces compagnies-là, eux, vont faire de la nourriture vraiment très économique. Par contre, ce n'est pas des repas qui sont nécessairement déjà préparés. Et c'est pour ça que les formats sont un peu plus gros. Vous pouvez sauver vraiment énormément de sous. Ce qui arrive, c'est lorsque la canne est ouverte, ben là, à ce moment-là, la durée de vie n'est plus la même. Là. Vous allez peut-être tomber à 3 mois, là, 2 à 3 mois, dépendant de qu'est-ce que c'est. Pour pouvoir garder ça, dans le fond, plusieurs années, ben, ce que vous devez faire, c'est aller sur Internet, aller sur Amazon, achetez-vous ce qu'on appelle des petits sachets là, d'absorbeurs d'oxygène qu'on appelle. Et si vous avez une selleuse sous vide à la maison, ben, les portions qui sont non utilisées, mettez dans un sac sous vide, mettez des petits sachets d'absorbeurs d'oxygène. Ça va avec le poids, avec le volume, là, pour savoir le nombre que vous devez mettre. Scellez ça sous vide et remettez ça dans la canne. À ce moment-là, vous allez pouvoir garder ça encore là, quelques années. Parce que vous comprendrez bien que dans une canne comme ça ici, il y a de la nourriture pour plusieurs personnes, pour plusieurs randonnées. Donc, mon premier choix, on voulait être capable évidemment d'avoir quelque chose de soutenant pour le soir. Donc, ça passe à un moment donné, à un certain point, par la viande. Moi, je ne suis pas végétarien, je ne suis pas végétalien, puis personnellement, j'aime pas ça. Oui, je veux manger des légumes, mais comme on dit, ne m'enlevez pas ma viande. Donc, ici, ce que j'ai fait venir, dans le fond, c'est des crumbles, des pépites, dans le fond, de saucisses déshydratées. J'aurais pu prendre le steak haché, mais je me disais que la saucisse, ça serait encore meilleur. Donc, voyez-vous que ça ici, on parle de 800 grammes une fois déshydraté. Donc, imaginez-vous la quantité de saucisses une fois qu'on rajoute l'eau qu'il peut avoir là-dedans. Là, probablement que le poids triplerait probablement. Là. Donc, c'est une grosse quantité. C'est presque 1 kg une fois déshydraté. Moi, ce qui était très important pour moi aussi, c'est le temps de préparation. Parce que c'est pas parce que c'est lyophilisé que le temps de préparation est nécessairement court. Et moi, je voulais des choses qui permettaient de vraiment simplifier la vie, économiser sur le carburant et des choses, dans le fond, là, qui se préparent, pas tant qui se préparent rapidement, mais qui demandent le temps de cuisson le plus court. Parce qu'il y a une différence. Si on doit faire bouillir pendant 15 minutes, c'est très long, demande énormément de carburant. Par contre, si on fait juste bouillir l'eau et ensuite on la met là-dedans et on doit attendre 15 minutes, c'est le même temps, mais pas du tout la même utilisation de carburant. Donc, ici,
Ben, dans le fond, lorsque vous mélangez une tasse de saucisse déshydratée avec 3/4 de tasse d'eau tiède, si on veut, vous attendez 15 minutes et c'est prêt. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça, c'est le premier produit. Et vous voyez que les ingrédients, là, très basiques. Hein? Porc, moins de 2% de sel, épices, un peu de sucre et phosphate de sodium, donc ça qui est pour un petit peu pour la conservation. Donc, c'est très très bon. Et ensuite de ça, au niveau des calories, on parle de 260 calories par une demi-tasse, ce qui est quand même très bien. Mais je ne commencerai pas à rentrer là, dans les valeurs caloriques. Là. Donc ça, première chose. Deuxième, très 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 important, parce qu'on peut s'en servir pour plein de choses, les œufs lyophilisés. Là-dessus, on parle de 1134 grammes, 1134 grammes. Fait que des œufs là-dedans, il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez en faire des omelettes, mettre ça dans des recettes et tout ça. Donc, on dit vraiment là, que c'est des œufs entiers avec le jaune et c'est tout. Il dit qu'on a, s'il y avait du glucose un petit peu dedans qui a été retiré pour la stabilité. Ça, par contre, on ne parle pas de 25 ans, on parle de 7 ans. Et dans le fond, comme on peut se servir ça pour des recettes et tout ça, ben on dit que c'est de mélanger 2 parties de ça pour 3 parties d'eau froide. Donc, puis ensuite, les œufs, évidemment, doivent être cuits avant l'utilisation. Donc, c'est quelque chose qui est très, très intéressant pour les recettes, se faire les omelettes le matin et tout ça. Donc, ça, ça coûte normalement très, très cher. Dans tout ce que j'ai acheté, c'est ça les œufs qui coûtent, je dirais, un peu le plus cher. Les prix, je les ai. Donnez-moi une seconde. Et ici, on va parler de dollars canadiens. Je vous passerai les prix après, donc pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai. Donc ici, les œufs. Ensuite de tout ça, ici, on voulait évidemment des légumes pour mettre dans différentes recettes, quelque chose de versatile, encore une fois, les temps de cuisson moins longs. Donc on a le maïs sucré et les petits pois. Donc pour aller chercher nos légumes. Petit pois, 520 grammes, c'est déjà léger en partant, donc il y en a quand même beaucoup. Et le maïs, 440 grammes. Donc ici, vous voyez les petits pois, une tasse dans l'eau. On ne mentionne même pas que l'eau doit être chaude ou rien de ça. 5 à 10 minutes, on enlève dans le fond l'excédent d'eau et c'est réglé. Puis là-dedans, il n'y a aucun autre ingrédient que des petits pois, il n'y a rien d'autre. Donc, très, très, très intéressant pour l'apport en légumes. Et ensuite, ben, le maïs sucré, ça, très, très bon. Encore une fois, il y a juste du maïs et c'est la même chose. Celui-là, par contre, on parle de 15 à 20 minutes dans de l'eau. Et ensuite, on enlève l'excédent d'eau et c'est prêt. On peut mélanger ça avec nos autres repas et tout ça. Ça va faire la job. Ensuite de ça, on a ça, encore une fois, pour des protéines. Ceux à ce moment-là, qui sont peut-être végétariens ou végétaliens, peut devenir très intéressant. On parle des haricots. Haricots pinto. Mais vous devez comprendre, ceux qui ne connaissent pas un peu le lyophilisé, ces choses-là, les bines, tout ce qui s'appelle haricots. Il faut absolument, ça ne peut pas être juste des haricots déshydratés. Parce qu'il y en a des haricots déshydratés. On ne parle pas d'haricots secs, là. On parle d'haricots déshydratés. Il y en a. Mais vous devez faire bouillir ça pendant 15 à 20 minutes. Ce que je ne savais pas. Puis en plus, vous devez les faire tremper jusqu'à 12 heures avant de pouvoir les utiliser. Donc pour la randonnée, c'est totalement impossible. Par contre, ce que vous devez rechercher, c'est ce qu'on appelle les beans ont été déjà pré-cuites. Donc, on appelle ça Instant Refried Beans. Ça, c'est ce que vous voulez avoir. Malheureusement, ça a plus l'air à des beans, parce qu'une fois qu'ils ont été cuites, ils vont se défaire un peu. Fait que ça devient un peu comme, plus comme des flocons, si on veut. 920 grammes, donc il y en a quand même beaucoup.
Et ça, ben là, vous voyez que le temps de préparation n'est plus du tout le même, là. Une tasse d'eau bouillante, une tasse de haricots, et ensuite, on laisse tout simplement bouillir pendant 2 à 3 minutes et c'est prêt. Donc, très, très intéressant. Les instructions là-dessus sont aussi sur leur boîte en français et en anglais. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Donc, une autre source intéressante de protéines et pour mélanger avec plein de repas. Donc, vous voyez, là, on a acheté des produits de base qui vont nous permettre de faire plusieurs repas différents avec ça. Et au niveau du poids du pack-sac, mais ça va devenir génial. Et on voulait avoir des fruits pour mettre dans les desserts, dans les déjeuners, ces choses-là, et même pour manger en snack. Parce que les fraises lyophilisées, c'est ce qu'on a ici. 184 grammes, mais les fraises, comme c'est énormément à base d'eau, ça, probablement qu'une fois que l'eau est rajoutée, c'est 4-5 fois la quantité. Là. Fait que la canne est quand même est pleine. Là. Ça peut être mangé tel quel, ce qui est vraiment très bon avec l'humidité de la bouche. Ça va vraiment devenir pareil comme une fraise. Mais si vous voulez vraiment les réhydrater pour qu'ils deviennent vraiment comme une fraise, pour peut-être l'utiliser dans une recette, ben, encore là, c'est vraiment pas compliqué. Là. On parle de une tasse de fraises avec 3/4 de tasse d'eau et on laisse tremper pendant 1 à 3 minutes. On enlève l'excédent d'eau et voilà, là-dedans, ingrédients, fraises, rien d'autre. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter au niveau de mes produits. Au niveau des coûts, donc comme vous voyez, c'est des cannes qui sont quand même énormes. Pour les fraises, on parle de 46 $. Ben, je vais arrondir, donc 47 $. Les pois, on parle de 38 $. Les saucisses, bon, c'est de la viande. Fait qu'à la base, c'est plus cher. On va parler pour la grosse canne de 80 $. Les bines, parler de 28 $. Les œufs, bon, c'est ce qui est vraiment le plus cher. Beaucoup plus compliqué d'après ce qu'on m'a expliqué, mais c'est surtout la quantité parce qu'ils utilisent les mêmes cannes et là, des œufs, il y en a énormément là-dedans. Donc, c'est sûr que c'est plus un investissement. On va parler de 100 $. Et le maïs, 36 $. J'ai vraiment magasiné et c'est des prix qui sont vraiment excellents pour la quantité. Puis si vous prenez le montant total de la facture où, dans le fond, il n'y a aucun frais de transport sur les commandes qui étaient de plus de 300 $. Donc moi, j'en étais à 328,70 $. Si vous calculez avec tout ça, le nombre de repas que vous êtes capable de faire, il n'y a absolument aucun repas instantané que vous pouvez acheter au prix où ça se vend, à 13-14 $ du repas, qui va arriver au niveau prix équivalent à tout ce que vous êtes capable de faire avec ces cannes-là. Là. Donc, oui, c'est un investissement, mais bon, moi j'ai décidé de le faire parce que je vais en avoir pour, dans le fond, plusieurs années et plusieurs expéditions. D'autres petites choses que je vous avais parlé avec lesquelles je vais terminer. Pour aussi ce qu'on appelle la nourriture de randonnée, là, les vivres de jour, les vivres de course. Des choses que moi j'aime bien avoir et que je vais avoir dans mes vivres de course sont des gels énergétiques. Ceux-là sont de la compagnie JU. Il y en a de la compagnie Brix, qui est une compagnie québécoise, plus à base de sirop d'érable et tout ça. Donc, ça vient donner une énergie là, plus instantanée et tout ça. Donc, des petits sachets de gel comme ça, on peut se procurer ça à peu près dans n'importe quel magasin de plein air ou en ligne. Souvent en ligne, ils vont être moins chers, puis c'est exactement les mêmes produits. Et l'autre produit que je vous avais parlé, qui sont les salt sticks, donc les journées où vraiment la température est extrêmement chaude. Vous allez vous déshydrater très très vite. On ne peut pas toujours boire autant d'eau qu'on voudrait. Ça ici, c'est des petites pastilles. Ce n'est pas des pastilles de sel, c'est des pastilles vraiment d'électrolytes. Donc, il y a énormément de minéraux là-dedans, dont le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium à l'intérieur de ça. Et ça goûte les bonbons. Ceux-là sont au citron et à la lime. C'est vraiment génial. Moi, j'utilise ça quand je fais de la course à obstacles.
quand justement on peut pas boire sur une période un peu plus courte, qu'on peut pas boire beaucoup d'eau. Ça, quelqu'un qui a une crampe, vous lui donnez ça, et 5 minutes après, la crampe est disparue. C'est pratiquement instantané. J'adore le produit, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, si vous allez faire de la randonnée, là, des 25-30 km une journée, avec une température de 25-30 degrés, c'est sûr que là, à ce moment-là, ça devient très, très pratique à avoir, pratiquement un must. Donc, c'est ça, vous pouvez aller voir ça, ça se vend sur Amazon, Salt, S-A-L-T, Stick, S-T-I-C-K, en bouteille de 60 comprimés. Ça vaut environ une vingtaine de dollars. Très, très bon investissement. Merci. Bonjour. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu 2 nouveaux produits que j'ai commandés au niveau de la nourriture. Donc là, on est rendu dans la section du voyage où je fais la planification des repas que je vous montrerai un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a planifié au niveau des repas de l'alimentation. Mais 2 produits que j'ai reçus. Donc, je teste certaines choses. Le premier produit, je cherchais un peu, j'ai les dents sucrées un peu. Et je cherchais un petit dessert à part des fruits déshydratés, tout ça, à amener en voyage. Et j'ai trouvé ceci, qui est génial. C'est pas la même compagnie, j'ai déjà goûté par le passé. Euh, c'est de la crème glacée déshydratée, lyophilisée plutôt, que j'ai acheté sur Amazon, un paquet là, de 10 saveurs différentes, une compagnie qui est spécialisée là-dedans. Moi, ce que j'avais goûté à ça il y a plusieurs années, la crème glacée lyophilisée, c'est excellent. C'est vraiment très très bon. Et ça goûte vraiment la crème glacée dans le fond. Donc, c'est la compagnie Moonix, M-O-O-N-I-X. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer un peu plus tard dans mes pré-randonnées avant l'expédition et vous dire si ce modèle-là, cette marque-là, qu'est-ce que ça dit au niveau goût. Et dans le fond, en fait, si c'est très bon, en fin d'une journée, un bon petit dessert, ça remonte le moral. Le deuxième produit, je me cherchais pour faire, dans le fond, avec mes pâtes. On ne veut pas nécessairement traîner de la sauce, ces choses-là. Puis j'essaie, dans ma randonnée, de me tenir, je dirais, un peu loin des repas complets déjà tous préparés. Parce qu'il faut pratiquement tous les avoir essayés avant pour s'assurer qu'au goût c'est bon. Et deuxièmement, ça revient très cher. Donc nous, on a vraiment opté, moi et mon partenaire, pour, dans le fond, je dirais des repas qu'on va se faire nous-mêmes. Donc là, j'ai une grosse commande de choses que j'ai commandées, lyophilisées, là, qui s'en vient. Donc j'ai vraiment hâte de vous parler de ça. Mais ce que je tiens ici dans mes mains, ça pourra être utilisé pour la maison aussi. C'est séché, c'est pas lyophilisé ou quelque chose comme ça. Ça peut se garder vraiment très longtemps. Et des commentaires que j'ai lus, c'est excellent. Il me reste encore une fois aussi à l'essayer. Ce que c'est, mais c'est pas compliqué, ça vient de la compagnie Olive Nation, qui sont spécialisés. J'ai commandé ça sur Amazon aussi, qui sont, dans le fond, fournissent des restaurants et ces choses-là. Et on peut, le public, en acheter aussi. Et ce que je tiens entre les mains, c'est de la poudre de tomates qui ont été séchées. Donc, on peut se servir de ça pour les sauces, pour se faire de la sauce tomate, pour se faire de la pâte de tomate, de la crème de tomate, dépendant de la quantité d'eau qu'on va mettre. Apparemment qu'au goût, c'est excellent. Moi, j'ai regardé les ingrédients et c'est uniquement des tomates. Il y a 2 ingrédients, c'est de la tomate et un petit agent très basique là, de conservation. Donc, selon les commentaires que j'ai vus, ça a l'air qu'au niveau goût, c'est vraiment excellent et très puissant. Donc, on peut se servir de ça. On rajoute un peu d'eau, ajoute ça à nos pâtes et bingo, on a une belle sauce tomate. Et ça, c'est des produits qui sont biologiques. Donc, très, très intéressant. Pas très coûteux pour la quantité, c'est quand même énorme. C'est un sac de, je crois, je pense que c'est 1 kilo. Je vais regarder voir si je peux le trouver rapidement sur le sac. Oui, 2 livres. Donc, c'est ça, 907 grammes.
Et la date d'expiration jusqu'en 2025. Donc, c'est comme 3 ans. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, c'est les deux produits que je voulais vous parler aujourd'hui. Rebonjour. Donc, je suis dans la préparation de ma petite randonnée de 3 jours qui me servira de test pour différentes choses pour ma randonnée dans les Chic-Chocs. Donc, j'en suis à planifier mon menu à travers lequel je vais tester ce que vous avez déjà vu que j'avais acheté au niveau déshydraté. Là, je faisais un petit test de ma poudre de tomate que je vous avais présentée de Olive Nation, qui avait eu de très très bons commentaires. Produit pur à 100%, là, tomate biologique. Donc ici, vous voyez, j'ai mis un petit peu de poudre dans un petit pot ici. J'ai testé pour la consistance. Ça se réhydrate très bien. Avec différentes quantités d'eau, on est capable, dans le fond, de faire différentes consistances. Donc, si c'est plus, je dirais, une consistance que je vais utiliser un peu là, pour ma pâte, si on peut dire, pas pâte de tomate, c'est-à-dire mes sauces de tomate, pour manger avec des pâtes. Donc, le goût est vraiment très, très, très tomaté. Tomate naturelle. Elle ne goûte pas, évidemment, le chimique du tout parce que c'est uniquement de la poudre de tomate. Donc, leur tomate était excellente. Donc, le test est génial. Là, moi, je vais vous mettre ça sur pause et je vais rajouter peut-être un petit peu de sucre à l'intérieur pour voir si je peux en arriver à quelque chose qui peut ressembler à du ketchup. Donc, rapidement, en ajoutant une pincée de sel, une pincée, un petit peu de, une ou deux pincées de sucre et une petite dose de vinaigre, qui sont les ingrédients du ketchup, ben, on atteint quand même un résultat très intéressant qui s'approche, je dirais, un peu du ketchup. Donc, le résultat est concluant pour ce produit. Les équipements. Donc, ce que je vais apporter dans ma randonnée, que je prévois d'apporter. Parce que ici, donc, on parle d'une randonnée test. Donc, je vais faire sur le sentier du Fjord sur 3 jours. Donc, je veux tester le poids de mon équipement. Est-ce que je suis trop pesant? Est-ce que je peux en prendre un peu plus? Est-ce que j'ai des choses qui sont vraiment très superflues? Bon, je sais qu'encore une fois, il va y avoir toute la question là, des gens qui parlent d'ultra léger, donc qui traînent le strict minimum avec eux. Moi, je commençais à dire que ça, bon, c'est un style de vie, c'est un choix que l'on fait. Moi, de un, mettre les mêmes vêtements pendant 4-5 jours de temps, ça m'intéresse plus ou moins. Je veux avoir un certain minimum de confort et surtout un minimum de sécurité. Surtout que dans ce cas-ci, comme je dis, c'est toujours bon de faire une randonnée test avant de partir pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, pour être sûr et certain que vous avez testé votre équipement, vous avez testé un peu la nourriture, est-ce que votre corps est capable de prendre avec le pack-sac et tout ça si vous ne l'avez jamais fait. Donc, c'est très très bon de faire une randonnée test. Donc, moi, j'aime un certain niveau de confort, un certain niveau de sécurité, comme je le disais, parce que je vais être seul pour la randonnée test. La randonnée longue distance, je vais être à deux. Mais il y a beaucoup de gens qui vont être tout seuls. Éventuellement, je vais probablement en faire seul aussi. Donc, je crois que beaucoup de gens dans l'ultra léger sacrifient énormément sur la sécurité et sur un certain niveau de confort. N'oubliez pas que vous allez être seul, vous allez bien avoir un moyen de communication et tout ça, mais ça reste que vous risquez d'être seul très très longtemps. Donc je pense qu'il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment sacrifier sous prétexte qu'on veut être léger. Donc c'est mon opinion à moi bien personnelle. Donc, je vous montre un peu ce que j'ai planifié. J'ai fait certains calculs. Mon objectif, bon, il y en a en ultra léger, ils vont être à 25, 30 livres avec tout leur matériel et tout ça. Moi, mon objectif, c'est d'être à 40.
On dit que, dans le fond, le poids maximum que vous pouvez porter devrait être environ 30% de votre poids. Donc moi, en faisant les calculs et tout ça, le poids maximum que je devrais porter est une cinquantaine de livres. Donc c'est relativement pesant. Je suis quelqu'un de pesant. Je crois que c'est peut-être beaucoup trop. Une randonnée peut-être de 2-3 jours, c'est une chose avec pas trop de dénivelé. Mais plus longtemps que ça, je pense que 50 livres, c'est relativement pesant. J'ai fait les calculs et avec tous mes équipements, avec l'eau inclus, sans la partie nourriture et vêtements, je devrais être aux alentours d'une trentaine de livres. Donc, je vous présente ce que j'ai ici et on verra où je me tiens et si je vais avoir à faire des choix. Parce que bon, j'ai pesé tout ce que j'ai de façon individuelle pour faire certains calculs. Mais bon, on verra une fois que tout ça sera dans le sac, ben, on pourra voir là, à quel poids environ je suis rendu. Donc, évidemment, on a la tente. Donc, moi, c'est une petite tente, une place, une monoplace. Je suis allé choisir pour une vraie tente. Là. Moi, je ne suis pas intéressé par les choses avec pas de fond, puis très, très, très ventilé et tout le kit. Bon, pour moi, personnellement, comme je dis, un niveau minimum de confort. Oui, ma tente est plus pesante, peut-être 3-4 livres, versus peut-être 2 livres pour certaines autres personnes. Moi, je suis désolé là-dessus, non. Je vais avoir une bonne tente. Ensuite, bon, évidemment, le sleeping bag. Moi, je veux aussi, je traîne avec moi une toile, une petite toile 10 par 20, tout équipé, les petits piquets et tout ça. Le pourquoi de ça, encore une fois, j'aime le confort. Si je suis dans un endroit où il va mouiller, pleuvoir pendant plusieurs jours et que je décide de me poser en attendant que la pluie se passe, je vais être capable d'être debout. Je vais être capable de pouvoir m'installer, me faire à manger et surtout au niveau de ma tente, de ne pas avoir la peur toujours que la pluie va entrer dans la tente. Donc ça, j'amène ça avec moi. Le kit d'imperméable, évidemment. Ensuite, un sac étanche complètement que je peux sceller et équiper, que je vais pouvoir grimper dans les arbres pour la nourriture. Et le fait qu'il soit isolé complètement là-dedans, bon, ça aide un peu aussi à cacher les odeurs. Je dis bien un peu. J'ai toujours avec moi pour ma tente un petit mini-kit que j'ai, à un moment donné, j'ai expérimenté. Ça peut toujours être bon d'avoir certains petits extras pour sécuriser la tente, surtout si vous dormez sur des plateformes. Moi, ma tente n'est pas nécessairement autoportante, elle est plus légère parce que j'ai un seul arceau. Donc avec ça, ça me permet que si je suis sur une plateforme, de pouvoir fixer ma tente adéquatement. Couverture d'urgence, toujours traîner ça, très important. Je prévois de la pluie, donc le cover pour mon sac à dos. Trousse de premiers soins. Énormément de gens partent sans trousse de premiers soins. Il y en a qui vont dire « Ah, ta trousse est beaucoup trop grosse. » Non. Dans ma trousse de premiers soins, il y a tout ce qu'il faut en cas d'urgence. Le plus gros problème que vous pouvez rencontrer en randonnée, selon moi, est les blessures. Et vous pouvez être longtemps avant d'avoir des secours. Donc, les gens qui partent avec 3-4 plasteurs, je vous dis, vous êtes légèrement inconscient. Vous vous foulez une cheville, vous ouvrez une jambe, peu importe, vous avez besoin d'un minimum d'équipement de premiers soins. S'il y a une chose sur laquelle on ne sacrifie pas, c'est ça. Ensuite, ça, peut-être que je l'amènerai, peut-être pas, je vais voir, je pense que ça peut être très pratique. Moi, souvent, j'ai une petite courroie, un peu de tape noire, quelques tie wraps, donc une petite strap de remplacement si vous avez des problématiques avec votre sac à dos. Ça peut probablement sauver votre randonnée. Ensuite de ça, on passe sur le reste de l'équipement ici. Bon, évidemment, les bâtons de marche. Ensuite, moi, j'amène toujours avec moi un petit peu de broche de laiton. Vous restez pris dans le bois, c'est très bien pour faire les collets. Ensuite, kit d'allumage, donc allumettes dans un petit emballage scellé, étanche à l'eau. Le fameux flint, si pour une raison ou une autre, on a une problématique avec les allumettes. Ensuite de ça, la petite fameuse chandelle UCO que la plupart des randonneurs connaissent avec des chandelles. Ensuite, un petit cordage léger, là, paracorde, un peu comme on appelle, pour pouvoir
faire des abris, faire des réparations, lever mon petit sac là, pour la nourriture dans les airs. Ensuite, bon, ici, au lieu de traîner un couteau, moi je traîne un multitool qu'on appelle, bon, qui sera à ma ceinture. On ne peut pas vraiment partir sans ça. Ça ici, bon, je verrai. Je l'ai acheté, extrêmement pratique. C'est quand même relativement léger. C'est vraiment là, un SIOT d'urgence. Donc, encore une fois, moi, je prévois aux imprévus. Je dis préparer au pire, espérer au mieux. Ensuite de ça, papier et crayon. Mon filtre pour l'eau que moi j'utilise, c'est un Life Straw avec des petites pilules de purification. Bon, moi au Québec, je bois de l'eau à peu près n'importe où. J'ai jamais été malade. L'eau au Québec, il faut arrêter un peu comme on dit, d'être fou avec ça. L'eau au Québec est potable. L'eau que vous avez dans les rivières, dans les cours d'eau, dans les lacs au Québec où on va faire de la randonnée, la plupart du temps, cette eau-là est meilleure à boire que l'eau que vous avez dans votre robinet. Donc, oui, je peux croire que là, il faut purifier, filtrer. Si vous pouvez le faire, je l'ai, je vais faire attention et tout ça. Mais bon, on n'a pas là, à devenir complètement fou avec la qualité de l'eau en forêt. Il y en a qui vont dire, oh, un ruisseau, un animal de mort. Bon, si le ruisseau est large comme ça et que l'animal mort est 10 pieds en haut de vous, c'est une chose. Si l'animal est à 1 km plus haut et que la rivière est à 25-30 pieds de large, je vais vous le dire tout de suite, là, il faudrait que vous soyez vraiment très malchanceux pour être malade. Mais bon, toujours mieux, la recommandation de le faire. Allez-y, dans le fond, avec la logique. Un petit ajout que je désire faire à la section sur l'eau. Donc, je viens tout juste de vous parler des pilules et de la fameuse paille Life Straw. Par contre, si vous êtes en randonnée vraiment pendant plusieurs jours, peut-être que les pastilles ne seront pas nécessairement ce qu'il y a de plus approprié. Parce que lors de mes recherches, donc ceci est un ajout que je fais après que j'ai fait le tournage de la section sur les équipements, j'ai appris que les pilules, si on les utilise pendant un certain temps, ça peut devenir pas, je dirais, nocif un peu pour votre santé. Parce que ce que la pilule a fait, elle détruit les bactéries dans l'eau. Donc, vous buvez de l'eau avec un produit à l'intérieur duquel il y a quelque chose qui détruit les bactéries. Et dans vos intestins, qu'est-ce que vous avez? Des bactéries. Donc, vous risquez d'un peu de détruire votre flore intestinale. Ce qui peut prendre un certain temps à regagner. Donc, les pilules, c'est bon pour dépanner, mais pas pour un usage sur vraiment une longue période. Et la paille, ben, c'est intéressant si vous voulez vraiment être plus léger. Vous allez devoir mettre de l'eau dans votre bouteille, puis ensuite ben, avoir la paille, mettre la paille dans la bouteille et prendre votre eau. Donc, ce qui n'est pas toujours le plus efficace. Il existe aussi des espèces de petits filtres qu'on peut attacher après une espèce de poche. Vous mettez l'eau dedans et par gravité, ça va filtrer. Moi, je trouve ça un peu long et je ne dirais pas nécessairement aussi efficace. Donc, ce que je vous recommande à ce moment-là, si vous voulez être rapide, c'est qu'avec les fameuses gourdes Nalgene, ce qui devient intéressant, c'est que vous pouvez utiliser un produit de la compagnie MSR. Donc, c'est un filtre qui permet de filtrer très rapidement une bouteille comme ça. Là, ça peut prendre à peine 1 minute à remplir. Ça filtre 99,9% d'à peu près tout ce qui a besoin d'être filtré ici là, en Amérique du Nord et en Europe, qui pourrait avoir au niveau de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que ça va venir fitter, se visser directement sur ces bouteilles-là et sur certaines poches d'hydratation si vous utilisez ça. Dans le fond, on vient connecter un tuyau ici sur le côté et vous avez un petit flotteur avec un pré-filtre qu'on met dans l'eau, dans le ruisseau, le lac, peu importe. Et ensuite, en venant pomper ici, l'eau va circuler à l'intérieur d'une cartouche en céramique qui va venir filtrer tout ce qu'il y a à filtrer et remplir votre bouteille. Donc, pour de la longue randonnée de plusieurs jours, je vous recommande à ce moment-là d'utiliser un produit de ce genre-là pour votre filtration de l'eau. Ensuite de ça, gamelle.
Moi, je traîne une petite gamelle en stainless, des petits chaudrons, là, ce qu'il faut, avec tasse évidemment pour boire. Moi, bon, la fameuse lampe frontale, on peut rester dans le bois, randonner de soir et tout ça. Je traîne toujours une petite légette, là, un peu plus cheap, au cas où j'ai une problématique avec ma frontale principale. Bon, est-ce que je suis trop prudent? Probablement, mais j'aime autant prévoir plus que pas assez. Ensuite, bon, les gourdes en algène, donc qui ne gardent pas le goût, qui sont légères. Ensuite de ça, j'amène toujours deux petites gourdes, deux petites flasques là, en silicone qui sont très légères, qui permettent à un moment donné que si vous n'avez pas d'eau, vous ne rencontrez pas de point d'eau pour un certain temps, vous pouvez faire des réserves à ce moment-là et les amener avec vous. Ensuite, bon, j'ai mon poêle. Moi, dans le fond, j'ai choisi le petit poêle MSR, extrêmement fiable, que tout le monde connaît. Moi, c'est le Whisperlite. Donc, j'ai ça depuis des années, ça va très bien. Avec le petit shield protecteur pour le vent. Évidemment, la petite bouteille en aluminium avec le NAFTA. Ensuite de ça, mes lunettes pour la vue, ben, j'ai pas le choix. Je vois rien de proche, donc si j'ai des instructions ou des choses à lire, j'ai besoin de mes lunettes. Donc, il faut faire attention de ne pas les oublier. J'ai pas de balises Zoléo ou de choses du genre pour l'instant. Bon, j'ai mon téléphone cellulaire où je vois, ça passe et tout ça. Mais j'aimerais aussi, je traîne toujours avec moi un radio d'urgence. Je traîne toujours un radio d'urgence avec moi. Donc, ce qu'on appelle un petit radio à ondes courtes. Donc, les lunettes pour la vue, très important à traîner avec moi parce que je ne vois pas vraiment de proche. Et ensuite, bon, je ne traîne pas de balise Zoléo, mais bon, je traîne un petit radio ondes courtes d'urgence, petit radio Baffin. Donc, très pratique en cas d'urgence. Ensuite, bon, j'ai toujours sac de poubelle que je traîne avec moi avec quelques ziplocs. Ça, c'est toujours très pratique. Bon, encore une fois, bon, si vous voulez prendre des photos, vous voulez que votre téléphone cellulaire fonctionne et tout ça, dépendant du nombre de jours, vous allez être parti. J'ai aussi le monde de course. Donc, bon, la technologie nous suit un peu partout. Donc, petit bloc charge, les fils évidemment nécessaires et j'ai expérimenté l'an passé un petit panneau solaire très léger qui s'appelle Anker, qui fonctionne extrêmement bien, peut au bon soleil recharger mon téléphone et ma montre relativement rapidement. Donc pas assez pour recharger un bloc charge. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Le bloc charge, on peut recharger le cellulaire 2 ou 3 fois. Donc j'ai ça. Et j'utilise en premier lieu le panneau solaire, donc ça vraiment plus, je le garde pour les urgences. Finalement, bon, les ustensiles, je traîne un petit kit d'ustensiles très léger en plastique, mini tasse à mesurer pour ma nourriture déshydratée, donc j'ai besoin au moins d'une mesure. Ensuite, bon, très léger en silicone, petite spatule, cuillère et mini fouet. Ensuite, petite poêlonne, très petite pour les crêpes, les œufs, ces choses-là, pour les déjeuners, poissons, si vous en attrapez. Donc, ça pourrait être très intéressant. Ça, peut-être pas nécessairement requis, mais quand la tente avant de se coucher est pleine de mouches, quelques minutes de fameuses petites spirales à mouches, ça aide énormément. Maintenant, les articles. Bon, évidemment, l'huile à mouche, dans mon cas, j'en ai besoin. Crème solaire. Pour moi, avec mon vieux dos, antiplogestine que j'amène avec moi pour les fins de journée. Bon, savon, brosse à dents, pâte à dents, des barbouillettes pour pouvoir se laver un petit peu. Je traîne un bandage, bon, pour blessures aux genoux, tout ça, aux articulations. Moi, j'ai pas le choix. Je dois traîner ce qu'on appelle le kin tape pour mes mollets. Donc, mais ça peut être extrêmement pratique pour beaucoup de choses et beaucoup de blessures potentielles. Quand il y a beaucoup de soleil, le Lipsil, qu'on a tendance à oublier. Papier de toilette, évidemment.
vous voyez, je le mets dans un ziploc parce que tout trempe, ça donne pas grand-chose. Ensuite, ben, moi, je vais traîner avec ça les médicaments que moi j'ai besoin, tout ça. Je me traîne un peu de mélatonine, petit truc, quand vous êtes dans le bois, vous avez de la difficulté à dormir, une petite pilule de mélatonine avant de vous coucher, ça va vraiment potentiellement vous aider. Ensuite, bon, encore une fois, peut-être un peu trop de luxe, un petit linge à vaisselle pour essuyer la vaisselle comme il faut. Et ça, c'est génial. Moi, je me baigne beaucoup. Il y a des chutes, des lacs, des rivières. C'est sûr que je me baigne. Donc, la petite serviette style squeegee là, que j'ai pris chez Decathlon. J'en ai 2, 3 comme ça. Ça sèche instantanément, pratiquement. Et très petit, très, très léger. Donc, ça, je traîne ça avec moi. Donc, voici l'équipement. Ça, moi, c'est mon pack-sac que j'ai. Donc, un 70 litres dans le fond. C'est un John Sport, un pack-sac que j'aime beaucoup. Et une chose très importante aussi au niveau des équipements, assurez-vous que votre sac est bien ajusté. Si vous ne savez pas comment faire, allez sur Internet, regardez, il y a plein de vidéos qui expliquent, surtout au niveau de la hauteur des straps, comment le sac doit être porté, quels straps, comment les serrer. C'est important, puis ça justement, c'est pour ça que faire une randonnée de test, ça devient vraiment important pour voir un peu là, comment votre sac va se comporter pour que vous ne soyez pas trop fatigué des épaules, fatigué du dos. Donc voilà pour la partie équipement. Il restera la nourriture et dans le fond, le nourriture et vêtements. Donc que je vais regarder. Donc on parle d'une sortie de 2 nuits, 3 jours. C'est pas une très longue sortie. Ça va me permettre de tester un peu. Il va y avoir beaucoup de dénivelé. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Là, je vais mettre ça sur pause et ensuite, je vais vous revenir avec le poids de mon sac avant de mettre la nourriture, qui sera majoritairement de la nourriture déshydratée, justement pour sauver le plus de poids possible, même je dirais lyophilisé. Puis au niveau des vêtements, ben, on est l'été, donc ça va être relativement léger pour 2-3 jours au niveau des vêtements. Bonjour. Donc, première journée de ma randonnée test sur le sentier du Fjord. Donc, fait environ 18-19 km. Le but était aux alentours de 16, mais c'était un petit peu plus loin que ce que mon GPS me donnait. Donc, première journée. Beaucoup de dénivelé, à peu près 800 mètres de dénivelé. Donc, vraiment permis là, de tester. Il y a eu des up and down, des montées assez à pic. Donc, ça a vraiment permis là, de tester donc le poids de mon sac à dos, son ajustement et tout ce qui vient avec. Donc, le poids, je crois que c'est bien. Il ne faudrait pas vraiment que ça soit plus que ça, par contre. Donc, au final, là, le poids de mon sac à dos était d'environ 40 livres. Plus, bon, les 2 gourdes d'eau que je trimballe, là, dont le poids varie au fur et à mesure qu'on en boit et qu'on remplit. Donc, c'est ça. Ça s'est très bien été. Moi, je randonne avec des souliers et non des bottes. Je déteste randonner avec des bottes, sauf l'hiver. Ça s'est très bien passé à ce niveau-là aussi. Donc, le campement est installé pour la nuit. J'ai tous mes équipements, très satisfait. Tantôt, un petit vidéo sur ce que je vais faire pour le souper. Donc, on va commencer aussi à tester un peu la nourriture. Ce matin, ça a été un granola avec des fruits confits. C'était des canneberges, des canneberges séchées auxquelles j'avais ajouté des genres de petites chipettes là, de chocolat. Et j'ai pris ça avec, dans le fond, dans du lait, comme des céréales, avec lait en poudre que j'ai fait là, sur le moment. Donc, c'était vraiment très bon. Le lait se boit bien. C'est quand même agréable à boire. Je dirais que j'aime pratiquement mieux boire ça que du lait crémé que certaines personnes boivent, que je déteste. Donc, c'est du lait entier. Donc, c'est vraiment très bon. Donc, voilà pour l'instant. Ah, on va y aller avec quelques petits hacks de camping. Bon, moi, évidemment, j'ai toujours du cordage et, comme je l'avais mentionné dans mes équipements, ma toile. Donc là, ça donne bien, il mouille.
Donc, la toile protège ma tente. Même si ma tente a un double toit et qu'elle est très résistante à la pluie, l'avantage de cette toile-là, c'est qu'on la secoue. Puis elle, même si elle est mouillée, on s'en fout. Alors que la tente, fermer une tente humide et mouillée pour la réinstaller le lendemain, c'est vraiment pas la joie, là, parce que la tente à l'intérieur est toute mouillée, toute humide et tout ça. Donc, moi, j'ai toujours une toile comme ça par-dessus. Ça me permet aussi de travailler autour, pouvoir faire des choses sans me faire mouiller. Et ensuite, ben, ça protège du soleil aussi et du vent. Donc, j'adore vraiment beaucoup ça. Et là, l'autre petit hack vraiment intéressant, c'est que lorsqu'on est sur des plateformes comme ça, on ne peut pas nécessairement vraiment ancrer sa tente aussi bien qu'on voudrait. Souvent, ils vont nous fournir des petits anneaux comme ça ici. Pour une tente qui est autoportante, bon, c'est quand même, ça devient intéressant. Mais moi, c'est une tente avec un seul arceau. Donc, c'est une tente qui n'est pas nécessairement autoportante. Elle doit être ancrée pour se tenir. Donc, quand vous êtes sur une plateforme de bois comme ça, ben, allez au Dollarama, allez vous acheter un paquet de petits crochets comme ça, qui vissent. Moi, j'entraîne toujours une dizaine avec moi et je viens visser ça ici dans la plateforme de bois et je peux ancrer ma tente. Bingo! Voici un beau petit hack pour ceux qui veulent ancrer leur tente. Et l'autre petit hack très intéressant, c'est quand il y a de la mouche et que vous êtes sous une toile comme ça, vous êtes en train de manger en dessous d'un abri et vous êtes tanné des maringouins. Ben ça, là, ces petites choses à mouche-là, là, ça pèse rien. Même si vous êtes en ultra léger, là, ça pèse rien. Donc, vous amenez ça avec vous, vous pouvez la mettre dans votre tente, vous vous débarrassez des bébêtes avant de vous coucher, en dessous de la toile. Lorsque vous êtes en train de manger, ben, vous êtes capable d'avoir la paix. Et voilà. Donc, ici, un de mes tests de camping demande un petit peu de préparation, mais au niveau du repas, ça va être vraiment excellent. On a ici du maïs lyophilisé que j'ai réhydraté, ainsi que de la chair de saucisse lyophilisée que j'ai réhydraté. Ici, ben oui, on a des belles patates en purée lyophilisées. Donc, on va mettre les patates qui sont ici par-dessus ça. Et voilà, pâté chinois de camping. Et j'ai même une belle petite, ici, sauce tomate pour remplacer le ketchup. Dans le fond, c'est de la poudre de tomate pure à 100% lyophilisée avec un peu d'eau, sel et poivre qui va remplacer le ketchup. Et voici le résultat final. Pâté chinois de camping avec petite sauce tomate. Et j'ai même de la visite qui vient pour le souper. Et on y va pour le test de goût. Oh my God! Génial! Après une bonne journée, vraiment génial. Je vous laisse, moi je mange. Alors, on va profiter un peu du soleil. J'en ai pas eu de la journée. Bord d'une petite plage. La marée baisse quand même très rapidement parce que là, à peine une heure, il y avait de l'eau pratiquement jusqu'au bord ici. Donc, on profite du soleil et on va essayer mon petit dessert que j'avais acheté, lyophilisé. Crème glacée à la vanille lyophilisée. Donc, on va goûter à ça. Donc, emballage est ouvert. Malheureusement, ça s'est fait égrener un petit peu dans mon sac. Donc, on va goûter à ça. Donc, un petit morceau dans la bouche. Ouais. Une fois que ça arrive dans la bouche, c'est vraiment comme si on mangeait de la crème glacée. Donc, très très bon.
intéressant pour un petit dessert. Bon, les tests continuent. Ce matin, pour petit déjeuner, un chocolat chaud, parce que bon, la température, c'est pas vraiment amélioré. C'est frais puis humide encore. Et pour déjeuner, quelque chose de réconfortant, œufs lyophilisés avec champignons réhydratés, champignons shiitake réhydratés, un petit peu d'oignon séché, sel, poivre et fromage, dans le fond, déshydraté. Vive le Bulk Barn. Et maintenant, désolé, mon vidéo s'était arrêtée. Mais au niveau goût, c'est très bon. Avec les champignons déshydratés, le petit goût de fromage. Donc, ça devrait être très soutenant pour la journée. Petit hack de camping. Les bâtons de marche. Moi, je roule toujours avec un bâton avec ces petites roulettes-là. Le pourquoi de ça, au Québec, le sol est mou. On est souvent dans la swamp et tout ça. Genre pas swamp, mais comme genre de tourbe. Les bâtons passent leur temps à enfoncer. Moi, j'aime mieux ça parce que ça empêche les bâtons de s'enfoncer dans le sol. Ce que j'avais oublié de faire, c'est que ces petites roulettes-là sont toujours dévissées et on est toujours en train de les perdre. Donc, moi, ce que je fais, je perce un petit trou et je viens mettre une petite vis auto-taraudeuse pour les barrer en place. Malheureusement, j'avais oublié. Donc, j'en ai perdu une sur un de mes bâtons et, loi de Murphy oblige, arriva ce qui devait arriver. Un de mes bâtons a coincé dans le sol et pendant que j'avançais, évidemment, il y a eu un effort de levier et le bâton a cassé. Donc, impossible de le réparer. Moi, c'est des bâtons en fibre de carbone. Un bâton en aluminium aurait croché. On aurait pu, à la limite, essayer peut-être un petit peu de le ramener. Mais de la manière que cet aluminium-là est fait, c'est souvent très mince. Aussitôt qu'on essaie de ramener ça, ça casse. Donc, c'est dans ces situations-là qu'on se rend compte qu'avoir l'équipement approprié est très pratique. Et aussi d'avoir de la débrouillardise. C'est dans les situations d'urgence, avec un pack-sac de 40 livres sur le dos, juste un bâton, c'est pas super winner, surtout avec beaucoup de montées et de descentes. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, j'avais ma petite scie, mon petit sciot miniature, donc, et voilà, je me suis trouvé un onde, la bonne grosseur, coupe ça, ébranche ça un petit peu et rentrer à l'intérieur ici. La bonne longueur, je l'ai rentré assez à l'intérieur pour avoir du support. Reclipper ça ici et voilà, petit bâton instantané, réparation de bâton instantané. Donc, si ça vous arrive, petit hack, ça se fait de réparer ça, dépendant évidemment où ça casse, mais ça se hier, j'ai oublié hier de montrer mon autre repas que je testais. Donc hier, pour les protéines, je suis allé tester mes haricots pré-cuits lyophilisés. Très facile à préparer. C'était vraiment comme très bon. Une bonne petite pâte d'haricots. J'ai assaisonné sel, poivre et j'ai mangé ça avec des pâtes. Les pâtes, j'avais des capellini, donc une petite pâte fine, comme des spaghettis, mais miniatures, qui cuisent très rapidement. Moi, j'essaie d'y aller pour des pâtes qui cuisent très vite pour économiser le carburant. Donc, on fait bouillir ça 3 minutes, puis c'est prêt. Et ce que j'ai fait, j'ai gardé un peu d'eau de cuisson. J'ai ajouté ma poudre de tomate à l'intérieur de ça. Donc, ça a fait une sauce tomate immédiatement. Et j'avais aussi mes champignons séchés que j'ai réhydratés, que j'ai ajoutés là-dedans. Et mes petits pois verts lyophilisés que j'ai aussi rajouté là-dedans. C'était excellent avec le petit fromage en poudre. C'était vraiment génial. Donc, même que les gens qui étaient avec moi dans l'abri voulaient pratiquement échanger leur lunch avec le mien. Donc, c'était génial. Puis, ben, ce matin, on est allé avec le classique, dans le fond, gruau ce matin, avec un petit peu de sirop d'érable et flocons d'érable. Donc, ça fait la job, une bonne dose d'énergie en partant le matin. Donc voilà, c'était ça pour les repas que j'avais testés, donc ça a été très concluant. La seule chose, moi j'ai une gamelle avec 2 petits chaudrons. Je vais essayer de me trouver aussi des petits bols collapsables, très légers,
pour ajouter à mon équipement parce que lorsque j'ai plusieurs choses à faire réhydrater, juste mes 2 petits bols, c'est peut-être pas assez. J'aurais peut-être aimé en avoir un de plus pour réhydrater. Des fois, c'est un peu d'assemblage, les petits repas comme ça. Donc, c'est ça. Je vous avais dit que je vous reviendrai après la randonnée test. Je viens de terminer. Donc, première, dans le fond, journée de 19 km à la pluie. Deuxième journée, un autre 18 km environ, laburine presque toute la journée, sauf en soirée. Et aujourd'hui, ben, gros soleil. Donc, c'est la vie de randonnée. Hier soir, j'ai oublié de faire une petite vidéo, fait que c'est pour ça que là, je le fais à la fin. Donc, je vous avais aussi promis, quand je disais que je ferais ce petit film-là, d'être honnête et tout ça. Donc, première chose, oui, ça s'est bien passé. Bon, l'équipement, tout est bien. J'étais content d'avoir ce que j'avais. La nourriture, ça s'est bien passé. Quand on n'est pas habitué, la randonnée test devient extrêmement importante. Bon, un pack-sac de 40 livres plus un peu d'eau, c'est pesant. Donc, pour les gens qui sont vraiment pas habitués, vous devez absolument faire une randonnée test. Si vous ne le faites pas, ça risque de devenir pénible très rapidement si vous n'êtes pas habitué. C'est pas facile d'avoir ce genre de poids-là sur les hanches et c'est très très dur sur les pieds aussi. Donc, moi normalement je randonne toujours en souliers. J'ai jamais vraiment aimé beaucoup les bottes, sauf l'hiver. Donc, c'est une très bonne chose que j'aille fait le test avec les souliers parce que je m'enlignais pour faire, bon, le fameux 7 jours dans les chic-shops en souliers. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que moi, bon, j'ai les souliers que je prends quand je fais de la course à obstacles, quand je fais de la randonnée. Pour une journée, c'est bien. Mais avec un pack-sac de 40 livres sur le dos, un soulier, à moins d'être un soulier spécifiquement conçu pour la randonnée, avec une semelle vraiment bien épaisse et un très très bon support au niveau de la base du pied, ça fait pas la job. Malheureusement, là, moi, là, hier en fin de journée, puis aujourd'hui, je faisais juste un petit 10 km. J'avais là la balle du pied très irritée et endolorie due à la charge constante, au poids constant. Et l'autre chose qu'il faut considérer, c'est que le terrain est inégal. Moi, au sentier du fjord ici, bien, on est à flanc de montagne. Fait que les roches sont toujours inclinées du même sens. Donc, quand tu fais 40 km avec toujours un pied qui est incliné toujours du même côté, bien, à un moment donné, c'est sûr que ça vient, que ça travaille plus une partie du pied que le reste. La charge est plus concentrée. Donc, pour moi, les souliers, je pense qu'on va oublier ça. L'autre chose aussi, poncho. J'avais traîné un poncho, j'avais hésité à entraîner mon habit de pluie au complet et le poncho. Bon, j'ai essayé avec le poncho. J'ai pas tellement aimé l'expérience. La prochaine fois, je pense que je vais avoir vraiment mon imperméable complet, là, parce que quand c'est des journées complètes là, à la pluie et tout ça, l'habit de pluie complet là, devient plus intéressant. Sinon, mais pour le reste, ça a vraiment bien été. J'ai été capable aussi de confirmer que, bon, traîner ma toile, oui, c'est un poids un petit peu plus pesant, ma petite bâche 10 par 10, là, tout ça que j'avais montré dans mon équipement. Quand il mouille, extrêmement pratique. Ça vaut vraiment la peine pour le petit poids de plus. Parce que serrer son équipement, serrer sa tente à la pluie, il n'y a rien de vraiment intéressant là-dedans. Donc ça, la toile, elle, même si c'est mouillé, on s'en fout. Mais la tente, lorsqu'on la prend, on la roule le matin, qu'elle est tout trempe, qu'on ressort ça le soir, tout trempe, pleine d'humidité. Non, vraiment pas winner. J'ai aussi testé ma petite chandelle UCO que j'avais achetée. Incroyable, là, ça fait toute la nuit complète, ça allumé. Le matin, je l'allumais à 9h, puis à 8h, quand je me suis réveillé le matin, ça brûlait encore. Donc, c'est vraiment très génial. J'ai bien aimé. Sinon, pour le reste, tout va très bien. Bien content de la randonnée test. Ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Plein de petits équipements, des petites choses que j'avais oubliées, que j'ai pu permettre de réajuster. Donc, on verra ça plus tard. Mais le poids, vraiment, là,
40 livres plus un peu d'eau. Je pense que c'est vraiment le poids maximum. Donc, c'est ça. Donc, on y va avec les équipements que moi j'apporte. Donc là, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on est deux. On a essayé de séparer certaines choses. Donc, si je commence, donc ils annoncent froid les soirs, donc gants, petits collets et tucs. Les petits chaussons pour la tente et dans les camps. Mes lunettes de soleil, petit étui pour le cellulaire que je porte à la cheville, accessoires d'ancrage pour la tente et cordage pour monter la nourriture dans les arbres et suspendre notre toile, le cache pour le sac en cas de pluie, trousse de premiers soins trauma complète, ma ceinture, l'Ipsil, donc un petit chose de Benadryl pour les piqûres d'insectes et réactions allergiques, papier de toilette. On a ici un très léger, là, mais un petit kit de réparation pour le sac à dos. Le radio balise d'urgence. Les 2 bouteilles d'eau Nalgene d'1 litre avec support. Sac de plastique, couverture thermique. Mon petit matelas imperméable. Ça, je traîne toujours ça, très pratique pour dans la tente et dans les refuges, les petites spirales à bébites, comme on dit. Boussole avec crayon et papier pour prendre les notes. Lampe frontale. Mon pack-sac 70 litres. Mes bâtons. Les bottes de randonnée. Chapeau. Avec sac de couchage. Dans le fond, c'est un sac de couchage moins 15, moins 20. Parce que, bon, comme ils annoncent des nuits très froides, on ne voulait pas prendre de chance. J'ai ma petite doudou. Ensuite, le sac de nourriture, c'est moi qui transporte toute la nourriture. Donc, mon partenaire, lui, par contre, a la gamelle, le poêle, chandelle, toile pour mettre au-dessus de la tente. Donc, il y a quelques items comme ça que lui va avoir avec lui. Donc ici, l'essence, bon là c'est moi qui l'amène. La petite poêlonne avec les ustensiles pour manger de cuisson. Petit pot en silicone pour la préparation des repas. Savon vaisselle avec ce qu'il faut pour la vaisselle. Moi, c'est sûr que, bon, petit problème des fois avec les jambes, les mollets. Donc très léger, je le traîne à l'extérieur du sac pour massage de mollets. Puis là, la purification pour l'eau. Mon ami, lui, a aussi un filtre MSR pour l'eau. C'est lui qui va l'amener. J'ai mon équipement ici pour mon électronique pour filmer, évidemment. Donc, mon Steadicam, le bloc charge et le petit panneau solaire. Donc, ça va être très pratique pour recharger tous nos appareils. Donc, ici, multitool avec petit ciotte portatif, très pratique. Allume-feu, allumette avec un flint. Ici, ben, j'ai mes médicaments. Oui, la poche est un peu grosse, mais j'ai plusieurs problématiques au niveau pierres sur les reins, ces choses-là. Je dois me taper les jambes, tout ça. Donc, je dois traîner une certaine quantité, malheureusement, de médicaments. Crème solaire, huile à mouche. Ensuite, les pastilles pour électrolytes solides. Puis ensuite, ben, les petites poudres énergétiques pour mélanger avec l'eau. Donc, voilà. Maintenant, voilà pour la nourriture. On va mettre la nourriture dans un sac étanche comme ça pour pouvoir protéger la nourriture et pouvoir la mettre dans les arbres. Donc, on commence par les vivres de course. Ça ici, c'est les vivres de course pour une semaine complète. Donc, pour moi, tout simplement. Avec ici un mélange de noix que je me suis fait pour compléter avec ça, pour être sûr d'avoir assez d'énergie. Des petits goûters pour l'heure de dîner, de quoi de léger, petite canne de thon, ces choses-là. Ensuite, au niveau des repas, on a un repas de riz, dans le fond, au bœuf et aux légumes. Un repas d'orzo aux légumes et aux haricots. Ensuite, on va avoir un repas de gnocchi, donc avec poudre 100% pure de tomates pour mettre là-dedans et pour mettre dans un repas de pâtes ici, des capellini, donc pâtes qui cuisent très rapidement. Gnocchi, ça cuit en 2 minutes. Ensuite, couscous au thon avec légumes. Ensuite, pâté chinois. Ben oui, on va se faire un pâté chinois comme dans les vidéos de préparation que je vous ai montré. Donc, patates,
avec maïs et saucisses. Ensuite, ben, on tombe dans plus les déjeuners. Donc, un déjeuner avec des œufs, bacon, donc du bacon déjà cuit qui peut se garder à température ambiante. Ensuite, un omelette au fromage et aux champignons. Ensuite, 2 déjeuners qu'on va avoir avec du gruau. Donc, on va mélanger avec fruits, soit fraises ou des petits bleuets. Et ensuite, on a 2 déjeuners de crêpes, encore une fois, qu'on va pouvoir ajouter avec flocons d'érable, sirop d'érable, qu'on va pouvoir mélanger avec ça, des petits flocons d'érable. Et un autre déjeuner qui sera avec des bagels, avec du beurre de pinot lyophilisé. Les desserts, c'est sûr qu'on a nos vives de course et tout ça, qui a du sucré. On a notre petite crème glacée spatiale, comme vous avez vu, lyophilisée. Et ensuite, ben, les condiments, j'ai amené, dans le fond, du chocolat chaud pour le soir, avec un petit alcool qu'on peut mettre dedans, que ça va être vraiment génial. Huile d'olive, ensuite les flocons d'érable et les épices. Donc, ici, vous avez de la nourriture pour, dans le fond, 6 soupers, dans le fond, 7 déjeuners et toutes les vives de course. Donc, j'avais pesé et j'avais à peu près 13 livres. Donc, pour 2 personnes pendant une semaine, et on s'entend qu'on va très, très, très bien manger. Et tout ce que vous voyez est scellé sous vide, c'est tout du lyophilisé. Donc, les repas, tout ce que vous voyez ici, à l'heure seule, pèse moins que les vives de course. Donc, 13 livres pour une semaine, dans le fond, 7 jours. Pour 2 personnes, je pense que c'est très, très bien. Donc, techniquement, le maximum que je devrais porter est 54 livres. Donc, je suis 8 livres, donc en bas du poids maximum. Sauf que là, on va rajouter peut-être là, un 3-4 livres pour l'eau. C'est sûr que l'eau va varier beaucoup en cours de journée. Moi, j'ai une gourde ici, chaque côté de mon sac que je vais avoir normalement. Mais au courant de la journée, des moments où on va avoir les 2 gourdes pleines, des moments où ça va être une. Donc ça va jouer un petit peu. Donc, on va voir avec le poids de ce pack-sac-là, c'est à peu près la même chose que j'avais lorsque j'ai fait le sentier du fjord. Donc, ça devrait, je crois, être assez bon. C'est clair qu'on n'est pas dans l'ultra léger. Il y a des gens qui auraient probablement à peine 30 livres sur le dos. Mais bon, nous, comme on l'a déjà mentionné dans cette vidéo-là, moi, c'est pas mon dada, ça m'intéresse pas. Donc, on verra si notre décision avec un sac un peu plus pesant était OK ou pas. Donc, on verra.